je vous ai dit que avant d'être créatrice de mode, j'étais plasticienne. Voilà, parce que c'était la suite des Beaux-Arts. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai exposé en tant que plasticienne dans les galeries différentes à Paris. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des voyages. Je suis donc allée au FESTAC, qui était le festival des arts nègres, le premier qui s'est fait à Lagos, où j'ai eu beaucoup de succès et j'ai bien vendu mes dessins parce qu'effectivement, c'était des dessins qui parlaient de la femme noire, mais des souffrances de la femme noire. C'était des dessins qui étaient à la fois érotiques, mais qui étaient à la fois crus, parce que ça montrait les déchirures et l'évolution aussi de la femme en vieillissant, en ayant des enfants, le corps qui s'abîme un peu quelque part, mais qui est très beau. Mais on ne montre pas assez souvent les déchirures de la femme, parce que la femme elle évolue, elle évolue d'une façon belle, mais très souvent le corps se dégrade un peu, mais la rend toujours belle, mais c'est ce qui me touchait le plus. Voilà, donc j'ai parlé de ça, de toutes ces choses-là, j'ai dessiné des femmes comme ça, soit elles avaient des enfants où elles grossissaient, soit elles avaient des vergetures, la femme comme elle peut être dans la vie et dans le temps qui évolue. Voilà, c'est ça. Quel rapport vous avez avec la nudité de la femme, vous en tant que femme? Je suis pudique, je suis assez pudique, mais par contre, au niveau de mes dessins, il y avait un peu de voyeurisme. Hein. Et puis, peut-être c'était parce que j'étais dans la mode où on voyait que des femmes hyper belles et tout. Et je voulais dire que la beauté, c'est quand même tout de même éphémère. Après, on se dégrade, mais je ne dis pas qu'on enlève de sa beauté, mais on devient des femmes un peu plus mûres, avec les rides, ça la rend toujours belle, mais bon, le corps qui s'affaisse, les bourrelets, mais ça peut être beau. Ça peut être beau, et c'est ce que j'ai beaucoup montré. Après ces dessins, vous avez continué toujours dans l'art plastique, très peu, parce dans que la j'ai été, déco? non, très peu, parce que j'ai été arrachée par le milieu de mode qui était extrêmement prenant. Donc j'avais plus beaucoup de temps à faire les dessins, et puis il fallait aussi aller vers les galeries, c'était toujours pas facile, alors que quand je fais un défilé, je suis beaucoup plus autonome, c'est moi qui cherche le lieu, c'est moi qui choisis les mannequins, et c'est moi qui dirige tout. Je ne suis pas obligée d'attendre que quelqu'un veuille bien accepter mes dessins dans une galerie, c'est moi qui suis la maîtresse d'œuvre de tout, c'est moi qui fais tout. Voyez, donc j'ai senti une certaine liberté, parce que moi je suis une femme, j'aime beaucoup être libre, la liberté c'est très important pour moi, et l'autonomie, et j'avais une grande autonomie d'action. Il n'y a pas eu un sentiment d'abandon, parce que c'est quand même, les dessins, c'est aussi une manière de s'exprimer. Dessiner, c'est aussi faire des croquis. C'est vrai. Ça rejoint la mode. C'est vrai, mais à côté de ça, j'étais tellement dans la mode, et puis il faut vous dire aussi que la mode c'est extrêmement prenant. Et vous êtes obligé d'être toujours active, sinon on vous oublie. Donc la mode m'a quand même pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je ne regrette pas, et en plus je faisais tout. Je faisais la communication, je choisissais mes mannequins, je faisais mon casting de mannequins, j'étais la bouqueuse, j'étais la personne qui s'occupait du son. J'étais la personne qui s'occupait du son, des bandes son. Voyez, donc ça donne beaucoup de travail. Et forcément, vous êtes prise par tout ça et vous n'avez plus beaucoup de temps de vous occuper des dessins. En plus, les dessins, vous avez besoin d'être un peu enfermé dans un monde. Alors que la mode, c'est intéressant, mais ça vous donne... vous pouvez être inspiré en étant dehors et tout. Tandis que les dessins, c'est beaucoup plus intime. Vous devez être dans votre atelier, vous ne devez pas avoir juste de bruit, de la musique et tout. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même état d'âme. Elmen Jibirila, la difficulté d'avoir un nom. Qu'est-ce que vous voulez dire dans la mode? Moi, j'ai pas vécu ça comme une difficulté, j'ai juste vécu ça plutôt comme une espèce d'injustice. Parce que, je vais vous dire, nous qui avons commencé la mode en tant qu'Africaine, c'était très compliqué pour vivre pour évoluer dans ce métier en tant qu'Africaine. En France, on n'avait pas trop la grande ouverture qu'on pouvait imaginer. Et puis, les gens avaient, qu'est-ce que je peux dire, trop de clichés.
en France, on avait trop de clichés sur ce qui était de la mode faite par une Africaine. Et d'ailleurs, à chaque fois, on disait, oui, elle nous présente la mode africaine. Mais non, moi, si vous vous rappelez bien, moi, ma mode, à part les accessoires, mes vêtements sont des vêtements que tout le monde porte. Moi, j'ai énormément de clientes qui mettent mes vêtements, mais qui n'aiment pas forcément la mode africaine, qui sont des femmes élégantes, raffinées, mais mes jupes, elles ne sont pas spécialement africaines, mes hauts drapés ne sont pas spécialement africains, c'est tout le reste qui donne cette africanité, c'est dans les accessoires, c'est dans le maquillage, c'est dans la façon dont on drape la tête, mais mes clientes sont beaucoup des européennes. Quel a été l'événement le plus marquant dans un de vos défilés de mode? Je me rappelle plus, j'en ai fait beaucoup. Oui, mais il y a peut-être un franchement qui a dit, ouais, ça y est, oh, enfin. Non, là. Non. Pas spécialement, parce que je ne suis pas une personne je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Quand je fais quelque chose, je me donne à fond, mais je me dis, oui, c'est bien, mais bon, on peut faire mieux. C'est mon caractère. Je suis extrêmement méthodique, et puis j'aime bien, j'essaie de toucher la perfection. Bien sûr, on n'y arrive pas, mais je suis jamais hautement satisfaite de ce que je fais. Donc, c'est toujours une remise en question. Toujours, toujours. Maintenant, on va parler de votre association. Alors, l'origine, la signification de Éthique et Patoc. Que propose la plateforme, les équipes qui l'accompagnent, le magazine aussi, puisque c'est aussi à la fois un magazine et une web TV. C'est ça. Si on en parlait. Là aussi, c'est pas forcément moi. Vous savez, ces choses-là, c'est pas forcément moi. C'est l'équipe avec qui j'ai travaillé, parce que c'est débouché d'une association, Éthique et Patoc. On a trouvé ce nom parce qu'on voulait que ça soit éthique, mais on ne voulait pas que ça soit toc. Donc, on a mélangé les deux et on a choisi un nom qui était un peu fun, Éthique et Patoc. Voilà. Et puis ça regroupe un certain nombre de personnes, c'est-à-dire énormément de photographes, de maquilleurs. C'est tout un ensemble de personnes, on a travaillé. Et puis, petit à petit, on faisait des shootings. Après, on a voulu faire un magazine, on a monté un magazine. On a voulu faire de la télé, on a monté une web TV. Vous voyez, ces choses sont arrivées petit à petit, mais tout n'était pas tracé comme ça. Ce sont des choses qui sont venues petit à petit. Et on continue. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soucis avec les gilets jaunes qui nous ont un peu embêtés. Après, il y a eu le confinement. Et comme ce sont toutes des personnes qui sont des bénévoles, à un moment, ça a créé. Mais ça va reprendre. Alors, on va rester justement toujours dans cette association. On va parler du magazine. Un magazine assez métissé, parce qu'on présente beaucoup de personnages, mais ça traite beaucoup plus de mode, d'art et de culture. Donc, toutes les personnes que l'on met dedans, ce sont des personnes qu'on a remarquées, mais dans différents secteurs. Et puis ensuite, on donne beaucoup de pages qui sont de la page de mode. Très souvent, c'est souvent aussi des pages qui sont faites avec mes créations, mais on choisit des mannequins différents et on choisit des types de photos bien différentes et des photographes bien différents. Alors, combien de numéros vous avez fait depuis? Ah, quand même une quinzaine, hein. Quand même une quinzaine. Et bon, c'était très amusant. Et c'était passionnant parce qu'on a travaillé en collaboration avec toute l'équipe CMIS. Et là, on va le reprendre un peu. Je vous dis que le coronavirus nous a créé beaucoup de soucis parce que les gens se voyaient moins. Et puis après, il y a eu le confinement. Mais bon, on reprend petit à petit. Vous êtes aussi chroniqueuse. Pour présenter quoi en tant que chroniqueuse? Alors, en tant que chroniqueuse, bon, là, moi, je présente tout le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me sensibilisent et qui me touchent, eh bien, j'aime bien les inviter pour qu'elles se livrent, pour qu'elles le disent qui elles sont. Et ça permet aussi d'agrandir une certaine visibilité auprès des personnes, mais c'est souvent des personnes qui me plaisent et que je découvre dans différents domaines. Hein. Ça peut être sportif, ça peut être toutes sortes de choses. Souvent aussi, c'est des personnes que je connais déjà et qui me connaissent. Et puis c'est un clin d'œil, c'est un retour aussi que je fais, un petit clin d'œil, on s'en va, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est beaucoup de personnes que j'apprécie pour les 3/4 du temps. Almen, quel rapport vous avez avec l'image? Moi j'adore l'image, mais je n'aime pas mon image. Ah, alors voilà. Expliquez-nous, qu'on comprenne. J'adore les autres. Vous recevez les gens, vous posez des questions J'aime pour beaucoup prendre les mannequins, j'aime beaucoup prendre toutes sortes de personnes en photo parce que j'aime bien driver, j'aime bien diriger dans la photo, mais moi je n'aime pas trop me voir.
Je n'aime même pas du tout. Je suis contrainte et forcée parce que j'ai un métier public, mais d'une façon générale, je n'aime pas beaucoup. Par contre, j'adore m'occuper des shootings photos, j'adore diriger les shoots, j'aime beaucoup ça. Vous êtes aussi une femme de terrain et vous êtes une combattante et surtout vous n'aimez pas l'injustice et l'handicap. Vous avez organisé en 2012 un shooting photo en faveur des albinos. C'est ça. Avec une jeune fille en collaboration avec Adina. Alors expliquez-nous cette relation, ce combat que vous menez avec les albinistes. Alors ça date d'il y a très longtemps. En 2012, hein, j'avais noté, Oui, mais vous en aviez fait peut-être avant en Afrique. Non, mais pas ça. L'idée, quand j'étais en Afrique, à Pointe-Noire, il y avait beaucoup d'albinos, quelques-uns, et nous d'ailleurs on habitait à côté d'une famille albinos. Et je m'étais rendu compte mais j'ai pas bien compris, parce que très souvent, les familles cachaient un peu ces enfants. Je ne sais pas s'ils avaient peut-être honte ou je n'en sais rien, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai trouvé ça quand même d'une grande cruauté, vraiment. Ensuite, quand je suis arrivée ici, je me suis beaucoup renseignée sur la souffrance des albinos. J'ai trouvé ça d'une ingratitude terrible. Et ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a des albinos qui sont traqués, qui sont mutilés. Franchement, c'est quelque chose ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, en tant que créatrice de mode, j'aimerais beaucoup apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Si je peux essayer de rassurer un petit peu les albinos en les mettant dans des shoots, en les mettant à travers mes vêtements, en leur montrant qu'ils sont beaux et que les filles sont belles. C'est comme ça que j'ai fait une série de photos avec les albinos. On a fait un magazine même en tournant auprès d'eux pour ceux qui font des choses. Il y a des albinos maintenant qui font, des personnes touchées par l'albinisme qui font des choses fantastiques. Il y a bien Adina qui s'occupe d'une association, mais il y en a partout dans le monde. J'ai été approchée par ces personnes-là et on a fait un spécial magazine justement sur les albinos, sur les personnes touchées par l'albinisme. Quelle est la particularité justement de ces mannequins? Est-ce qu'il y a une forme de timidité ou une façon de s'affirmer pour combattre justement Alors regard? Notre travail, c'était déjà d'essayer de les mettre à l'aise. Parce que pour beaucoup, déjà, ils ne savaient pas qu'ils avaient une beauté. Alors qu'ils ont une beauté très spécifique, certes, mais elle existe, cette beauté. Il fallait pouvoir les mettre à l'aise face à l'objectif, il fallait leur montrer. Pour moi, il n'y avait pas de différence, c'était des personnes comme les autres, juste qu'elles avaient la peau un peu plus blanche. Et cette peau, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que déjà, elle capte la lumière et puis on peut faire beaucoup de choses sur les peaux albinos. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes touchées par l'albinisme qui ont des taches, mais on s'est amusé à couvrir ces taches, à faire d'elles. Et finalement, par l'environnement de notre association, on révélait la beauté des personnes touchées par l'albinisme. C'était très fascinant et très intéressant. C'est vrai que dans les défilés, on ne les voit pas. On en voit quelques-uns. Ça commence à bouger, heureusement. Ah oui, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience? Oui, parce qu'il y a des personnes touchées par l'albinisme qui sont devenues des stars. Vraiment, il y en a beaucoup. Je crois que les choses évoluent. Et puis même en Afrique, je vois des séries où on met des femmes albinos. Non, les choses ont bougé. Ce n'est plus, on les enferme plus. Là, maintenant, il faut juste continuer dans certains pays où on les traque et on les tue. Mais je pense que maintenant, il y a tellement de communication envers ce fléau, que ça va disparaître. Je l'espère en tout cas. Votre combat contre la contrefaçon en Afrique, vous êtes... C'est grave. Alors, dites-nous. Très très grave. Très très grave. Quand je suis allée en Afrique, que j'ai monté mon atelier, j'ai beaucoup souffert. Les personnes avec qui je travaillais me copiaient. Dans l'atelier. Beaucoup distribuaient, une fois qu'ils se retrouvaient dans leur propre machine, ils refaisaient ça et ils me volaient des clients. C'était terrible. J'ai beaucoup combattu avec justement comment dirais-je, même j'ai pris des avocats, mais en fait les avocats ils s'en fichent. La contrefaçon en Afrique c'est quelque chose c'est un fléau vraiment, ça se passe dans la musique, ça se passe partout, et je crois qu'il faut combattre ça. Vous voyez, même quand dans les magazines, je voyais des femmes apporter des magazines où j'avais ma mode dedans, et les femmes n'avaient aucune crainte de dire bah écoutez, je veux la même chose. Mais la même chose, c'est pas à toi, ma chérie, c'est à Almen Jiberila.
Mais voilà, et la copie, ça fait partie du monde. Et ça, c'est gravissime. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai exposé dans un salon qui s'appelait le Ciao, qui malheureusement ne s'est pas fait cette année. Moi, je l'ai fait pendant des années et des années. Et les Européens eux-mêmes venaient avec des photos, nous copier, et ils les faisaient en grande série. C'était terrible, c'est encore terrible. Et il faut qu'on continue ce combat. Franchement, j'en ai beaucoup souffert. J'aimerais savoir, l'injustice sociale, vous le mettez à quel niveau? À beaucoup de niveaux. Vous voyez, déjà, moi, pendant longtemps, j'étais connue comme une femme, comment est-ce que je peux dire, assez féministe. Vous voyez, déjà, je n'aime pas quand le mépris pour beaucoup de femmes, parce qu'en Afrique, les femmes, c'est elles qui mènent tout. Par contre, elles sont pour... Non, mais les choses ont évolué. Maintenant, les jeunes femmes se laissent plus faire. Mais du temps de ma génération, eh bien, les femmes, elles étaient là pour faire des enfants, pour faire à manger, et ça s'arrêtait là. Vous voyez? Et pour moi, c'était une grosse injustice, parce que les 3/4 du temps, il fallait voir que c'est elles qui menaient tout. Mais elles le menaient d'une façon cachée, hein, parce qu'elles n'avaient pas droit à la visibilité. Ça, je ne supporte pas ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et j'appuie toujours sur le fait que les femmes doivent être indépendantes et économiquement indépendantes. C'est très important.